Présentement, parlons en fait des générations des ordinateurs au fil des années. Puisque nous venons de voir comment est-ce que l'évolution a pu réformuler, réinventer ou encore, je dirais, apporter plus euh, de performances à l'ordinateur. Mais en raison de cette évolution, quelles sont les générations ou en combien de générations l'on pourrait classifier les ordinateurs? C'est en fait ce que nous allons parler dans cette partie. Et comme on doit le savoir, que depuis le premier ordinateur, ou je dirais ENIAC, bien sûr, avec ENIAC, nous avons vu, il y avait d'autres types d'ordinateurs qui préexistaient. Et depuis lors jusqu'à présent, les ordinateurs ont évolué en 5 générations. Nous allons parler de la première génération des ordinateurs, dont la période se situe entre 45 à 56. Et deuxièmement, nous verrons la deuxième génération des ordinateurs, entre 56 et 63. Parlerons de la troisième génération, 64-80, quatrième 80 près à ces jours, puis cinquième génération qui sont des ordinateurs un peu plus révolutionnés, soit en raison de la capacité de Microsoft. Ainsi, pour chacune des générations, nous verrons les caractéristiques ainsi que les traits particuliers. Ensuite, parlons de la toute première génération. Et la caractéristique majeure pour les ordinateurs de la première génération était que ces ordinateurs ne contenaient pas de système d'exploitation. Le pourquoi, c'est juste qu'à ces niveaux ou à ces moments, il n'y avait pas de langage de programmation. Et le système d'exploitation codé avec un langage de programmation sans lequel on ne peut non plus parler de système. Et par conséquent, par manque de langage de programmation, ces ordinateurs de la première génération n'avaient pas un système d'exploitation. La réalisation du premier ordinateur électronique ENIAC fut entreprise en secret en 1943 par John Presper ainsi que John Williams. Comme nous l'avons dit, le D était au niveau de Pennsylvanie, cette université, mais qui plus vite ont pu quitter pour aller fonder une autre machine que nous avons mentionnée au niveau de l'évolution. Mais ENIAC est une machine énorme, comme on ne pouvait alors comprendre. Cette machine énorme l'était à cause de son constituant principal qui était les tibes. Et les tibes qui constituaient cet ordinateur faisaient en sorte que l'ordinateur ait alors une taille tellement énorme et au point qu'elle pesait jusqu'à 300, je m'excuse, à 30 tonnes. Et elle était composée, vous voyez, de 18 tibes à vide. Et nous verrons c'est quoi en fait un type à vide. Et je m'en vais directement pour parler du fonctionnement de cet ordinateur ENIAC. On pourrait comprendre qu'avant de pouvoir parler de son fonctionnement, le type à vide qui est constitué l'ENIAC n'est rien d'autre qu'un circuit électronique. Aujourd'hui, on parle des circuits imprimés. Avant, c'était électronique. Associés, bien sûr que les deux peuvent être électroniques, mais il y a une différence du point de vue électronique également, je dirais, du point de vue mécanique. Il y a une différence entre type à vide, qui était un circuit électronique, et présentement avec les circuits imprimés. Ok, ça c'est juste pour apporter l'explication du contexte actuel afin d'appréhender l'essence du type à vide. Il est associé en tant que technologie principale de la première génération d'ordinateurs. Ce sont des types de verre contenant des électrodes. Ok, type à vide a été inventé un peu plus tôt en 1906 par un ingénieur électricien. Au cours de la première moitié du 19e siècle, il s'agissait de la principale technologie utilisée pour construire des radios, des téléviseurs, des radars, des appareils Ariane X et d'autres appareils électroniques. Ok, ainsi, ENIAC fonctionnait en décimale, comme nous l'avons dit. Chaque chiffre était codé au moyen d'une série de 10 types à vide dont le nom ring counter ou compteur en anneau montrait bien qu'il s'agit d'une transposition électronique des roues dotées de première machine arithmétique. Cette machine était programmée manuellement
en positionnant les commutateur ou en branchant des câbles. Je disais que cette machine était programmée manuellement en positionnant les commutateurs et en branchant des câbles servant des configurations diverses. Lorsque le programme était bloqué, cela pouvait prendre plusieurs jours. On comprend que c'était en fait la modification qu'on a apportée à une série de 10 types qu'on pouvait alors avoir un chiffre. Par exemple, D, que D c'est codé par exemple à 10 types, on voit 10 types. Et pour avoir 12, il aurait fallu qu'on ait 10 types chiffre 1, 10 types chiffre D. Ok? En particulier, vous allez vous rendre compte pour avoir 12, il aurait fallu 20 types. Et imaginez si vous voulez en avoir autant. Et c'était en décimale. Et cela se faisait manuellement. Ok? Et il y avait comme conséquence, si complication, ça pourrait prendre autant de jours que possible pour que cela revienne. Et à l'image, on peut voir exactement l'ENIAC, comment est-ce que cette machine se présentait. Vous voyez, ça occupe toute cette salle, puisqu'on l'a dit, elle pesait jusqu'à 30 tonnes. Et parlons au moins de la deuxième génération. Dans la deuxième génération, il y a une modification ou apport évolutif en raison de l'apparition des langages de programmation, en particulier assembler ou Fortran, via les cartes perforées. On avait parlé des cartes perforées lorsque nous avions vu l'évolution de l'ordinateur. Ce qui fait en sorte que les ordinateurs de deuxième génération pourraient alors contenir déjà un système d'exploitation en raison du langage permettant à créer des systèmes d'exploitation. Et ce qui était à la base, c'était beaucoup plus Fortran. Ok? Et à ces moments, on pouvait alors suffisamment fiable pour être vendu et produit. Ce qui veut dire que le poids ou encore le kilo n'était pas tel que c'était au niveau de la première ou c'était pour les machines de la première génération. Ainsi, le première étape successive de l'exécution d'un programme, charger les compilateurs, lire, charger toutes ces étapes constituaient le procédé par lequel il faudrait passer pour avoir alors l'information, je dirais, traiter, non, je dirais, prendre en charge des informations, les traiter ainsi que renvoyer. Alors, d'une part, il faudrait faire recours à plusieurs tables juste pour avoir une information. Et c'était ça en fait le défaut de la machine de deuxième génération. Voici par exemple une machine de deuxième génération. Vous voyez, il y a un peu plusieurs choses, plusieurs parties là où il faudrait avoir des données, tout comme ça. Et ça exigeait assez que qu'on puisse passer énormément du temps. Et plus vite viendra la période de la troisième génération où il y a les circuits intégrés et puis il y a plusieurs langages. Que veut dire il y aura même processus et il y aura même apparition de programmes, de logiciels. Ensuite, le système 360 du BEM, une série de machines compatibles au niveau logiciel, même architecture et même architecture G et instructions, tenter de convenir aussi bien aux applications scientifiques et commerciales, comme je l'ai dit, en raison de multiprogrammation. Ces machines étaient le premier à utiliser les circuits intégrés, permettant une baisse des prix. Le succès fut immédiat. Ce concept de famille unique a donné annonce devant être aussi efficace sur les petites machines que les grosses avec peu ou très grand nombre de périphériques. Alors pour les applications commerciales scientifiques, système d'exploitation énorme, des millions de lignes de code d'assembleur écrites par des milliers de programmes. D'accord? Cela donne des milliers de bugs. Ou je dirais, en résumé, il y a les circuits intégrés qui voici, et puis il y a des multiples langages de programmation, plusieurs langages de programmation qui facilitent le développement des logiciels. Logiciels permettant ou à applications scientifiques ou commerciales. Okay. C'est à ce moment aussi qu'est apparu le concept de multiprogrammation, ce que je venais de dire. En outre, ou autre nouveauté, c'est ce qu'on a appelé le SPOR, Simultaneous Perfect Operation Online. C'est la capacité donnée aux applications de partager simultanément un même périphérique lent. Imprimante, c'est le lecteur des cartes. Dans le cas d'imprimante de scolaire d'impression,
mémorise le document à imprimer et se charge également de je disais, se charge de l'envoyer l'un après l'autre à l'impression. Problème, impossibilité de suivre le programme durant son exécution. Ok? Ce qui là faisant en sorte qu'on puisse partager les temps, nécessité du partage des temps, plusieurs utilisateurs, chacun dispose d'un terminal en ligne en imaginant le port que les ordinateurs deviendraient immenses machines fournissant une puissance de calcul concernant à des centaines d'utilisateurs. C'est aussi l'époque de la percée des dominés augmentés tels que le DEP PDP 01 en 1961, puisque l'on pourrait alors comprendre de l'évolution. Mais ce qui caractérise le plus ces machines, c'est qu'il y avait un circuit intégré. On passe l'époque de type à vide pour passer des circuits intégrés et puis plusieurs types de langages de programmation permettant à ce qu'il y ait également des applications ou des logiciels scientifiques et d'autres comme commerciaux. Alors, c'était en fait ce qui caractérise ces différentes générations. Et lorsqu'on rentre au niveau de la quatrième génération, on se rend compte à ces moments que même les graphiques et l'évolution se base beaucoup plus à l'amélioration de la vitesse, par exemple du processeur, ou en augmentant ses fréquences en hertz. En fait, c'était ça ce qu'on pourrait comprendre et retenir de l'évolution en termes de génération des ordinateurs. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle notion.